Le restaurant Le Florentin était de ces endroits où se concluaient les déjeuners d'affaires, où les contrats se signaient autour d'un vin dont la bouteille coûtait plus cher que le salaire hebdomadaire de certains. Il occupait un angle de choix dans un quartier central animé d'une ville moyenne de Provence. Tout n'était que pierres apparentes et poutres en bois sombre, pots de lavande sur les rebords de fenêtres et nappes blanches impeccables qui témoignaient d'une élégance discrète mais affirmée. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes baies vitrées, projetant des rectangles dorés sur le sol en terre cuite. Léo Duval était assis seul à une table près de la fenêtre, la veste de son costume bleu marine drapée sur le dossier de la chaise voisine, son attention entièrement absorbée par l'écran de son ordinateur portable. À 37 ans, il avait fait de Duval Investissement l'une des sociétés de placement les plus prospères du sud-est de la France. Son visage, au trait net et à l'expression habituellement concentrée, avait fait la une de plusieurs magazines économiques. Sa fortune avait depuis longtemps atteint des sommets qui lui semblaient à lui-même abstraits, un simple chiffre sur un relevé, déconnecté de la réalité tangible. Le serveur, discret et efficace, lui avait apporté son plat habituel, un bœuf bourguignon mijoté à la perfection, accompagné d'un verre de vin rouge corsé de la région. Léo en avait mangé à peine un tiers, répondant machinalement à des courriels, l'esprit entièrement occupé par une fusion complexe qui l'orchestrait. Il sentait à peine la saveur riche de la viande, le parfum des herbes de Provence, le soin méticuleux apporté à la préparation de ce plat. L'assiette reposait maintenant, presque intacte, tandis que Léo tapait des réponses directives à son équipe juridique. Autour de lui, le restaurant bourdonnait de l'activité du service de midi. Des bribes de conversation sur les rendements trimestriels et les fluctuations du marché immobilier local flottaient dans l'air, ponctués par le cliquetis des couverts sur la porcelaine et des rires qui semblaient plus calculés que spontanés, des rires de circonstance. Léo était seul, de cette solitude particulière qui afflige souvent ceux qui ont réussi. Entouré de monde mais fondamentalement isolé. Noyé sous les relations professionnelles mais dépourvu de véritables liens personnels. Connu de tous, mais véritablement compris de presque personne. Son mariage avait pris fin 2 ans plus tôt. Camille avait finalement admis ce qu'ils savaient tous les deux depuis des années, ils avaient bâti un partenariat fondé sur une ambition commune plutôt que sur l'amour. Quelque part en chemin, ils étaient devenus des associés qui partageaient un lit et une magnifique maison de campagne qu'ils avaient rénovée avec plus de passion que leur propre relation. Le divorce avait été civil, presque amical, car il restait si peu d'émotions à se disputer. Après cela, il s'était plongé encore plus profondément dans son travail. C'était plus facile que d'affronter le silence de son élégante maison de campagne, dont les pièces vastes et vides semblaient résonner de son échec personnel. Plus facile que de reconnaître qu'à 37 ans, il avait tout ce pourquoi il avait travaillé, et rien de ce qui comptait vraiment. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était fluette et hésitante. Léo leva les yeux de son ordinateur pour découvrir 2 petites filles debout à côté de sa table. Elles devaient avoir 4 ou 5 ans, des jumelles identiques aux cheveux blonds qui tombaient en vagues douces sur leurs épaules. Elles portaient des robes de couleur crème assorties, ornées de délicats détails en dentelle, le genre de vêtements simples mais beaux qui suggéraient un soin particulier dans leur choix. Mais leurs visages étaient trop minces, l'ourlet de leurs robes légèrement usées, et il y avait quelque chose dans leurs yeux, une lassitude, une faim qui serra la poitrine de Léo. « Oui » dit-il, sa voix sortant plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. La jumelle de gauche, ou peut-être celle de droite, Léo ne pouvait les distinguer, parla avec une politesse soignée. « Pourrions-nous avoir vos restes, s'il vous plaît ? Si vous avez fini de manger ?» Léo cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Mes restes ? » ?»« Oui, monsieur. La nourriture que vous n'avez pas terminée. Si vous n'allez pas la manger. » La voix de la fillette était stable, mais ses mains étaient jointes si fermement devant elle que ses phalanges étaient blanches. « Nous avons très faim. Nous mangerons dehors. Nous ne dérangerons personne. » Léo eut l'impression de recevoir un coup de poing en plein ventre. Ses enfants, ses magnifiques enfants, polis et manifestement bien élevés, lui demandaient les restes de son assiette. Pas pour un jeu ou une farce, mais parce qu'elles avaient réellement faim. Une vague de honte et de malaise le submergea. « Où sont vos parents ?» demanda Léo en mettant son ordinateur de côté, le fermant avec un claquement sec qui sembla déplacé dans le murmure feutré du restaurant. La seconde jumelle prit la parole, sa voix presque identique à celle de sa sœur. « Maman est là-bas. Elle nous a dit de ne demander de la nourriture à personne, mais Manon a vraiment faim et moi aussi. On s'est dit que si on demandait gentiment, peut-être que, sa voix s'éteignit,
et Léo suivit son geste vague vers l'entrée du restaurant, où une jeune femme se tenait près de l'entrée, partiellement cachée par une grande plante verte décorative. Même à distance, Léo pouvait voir sa détresse, la façon dont elle se tordait les mains, la tension dans ses épaules, la panique à peine contenue sur son visage alors qu'elle regardait ses filles approcher un inconnu. La femme paraissait jeune, peut-être dans la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds tirés en une queue de cheval simple. Elle portait une robe crème, propre mais manifestement bon marché, et se tenait avec une dignité qui contrastait violemment avec sa situation évidente. Léo reporta son regard sur les jumelles. Il les regarda vraiment, cette fois, au-delà de leur requête choquante. Il vit la faim creuser leurs joues, l'espoir luttant contre la résignation dans leurs grands yeux bleus, la façon dont elles se tenaient si près l'une de l'autre, puisant du réconfort dans leur proximité. Et puis il le vit. Il le vit vraiment. Quelque chose dans leur regard, dans l'ovale de leur visage, dans leur manière de se tenir. Quelque chose qui lui coupa le souffle et fit manquer un battement à son cœur. Elle ressemblait à Juliette. Sa sœur, Juliette, morte 15 ans plus tôt dans un accident de voiture. Juliette avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son sourire éclatant. Juliette, qui avait 22 ans et était pleine de rêves, quand un chauffard ivre avait mis fin à sa vie. Ses filles ne pouvaient pas être de la famille de Juliette. C'était impossible, une pure folie. Mais la ressemblance était si troublante que Léo eut l'impression de voir un fantôme, ou 2 fantômes miniatures, lui demandant ses restes. « Comment vous appelez-vous » demanda Léo, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait souhaité, l'émotion étranglant sa gorge. « Je m'appelle Manon Dubois, dit la première jumelle. Et voici Chloé Dubois. On a 4 ans. Enfin, on aura 5 ans dans 2 semaines. Le 7 décembre. Maman dit qu'on aura une fête d'anniversaire si elle peut acheter un gâteau. Manon, chut, murmura Chloé. On ne doit pas parler des choses d'argent. Le cœur de Léo se brisa un peu plus. Dites à votre mère de venir ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous toutes les 3. Les fillettes échangèrent un regard, une communication silencieuse et propre aux jumeaux passant entre elles. Vous allez appeler la police ? Demanda Manon, une lueur de méfiance dans ses yeux. Parfois, les gens appellent la police. On ne fait rien de mal. On a juste faim. Je ne vais pas appeler la police, dit fermement Léo. Je vais vous offrir à déjeuner. Un vrai déjeuner. Pas des restes. Mais j'aimerais d'abord parler à votre mère. C'est d'accord ? Les jumelles hochèrent la tête, un espoir prudent fleurissant sur leur visage. Chloé se précipita vers leur mère tandis que Manon restait sur place, comme si elle craignait que Léo ne change d'avis si elle partait. La femme s'approcha avec une réticence visible, une main agrippant fermement celle de Chloé, ses yeux fixés sur Léo avec un mélange de défi et de peur. « Je suis tellement désolée, dit-elle immédiatement, sa voix basse mais ferme. Mes filles n'auraient pas dû vous déranger. On passait juste devant, elles ont vu le restaurant et elles ont faim. Je n'ai pas mangé depuis hier, et elles depuis ce matin. Je sais que ce n'est pas votre problème, mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je cherche du travail. J'ai des entretiens de prévus. Nous ne sommes pas sans abri. Nous avons une place dans un foyer. Nous traversons juste une mauvaise passe. » Les mots se bousculaient, défensifs et explicatifs à la fois. Léo fit un geste vers les chaises vides de sa table. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Toutes les 3. Laissez-moi vous offrir à déjeuner. Nous ne pouvons pas accepter la charité. Ce n'est pas la charité. C'est un déjeuner. » Léo adoucit son ton, essayant de la rassurer. « Je suis assis ici avec plus de nourriture que je ne peux en manger, et vous avez 2 enfants qui ont faim. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » La femme où elle devait être leur mère, la ressemblance était évidente malgré son état actuel où hésita. Léo pouvait voir la bataille se jouer sur son visage, la fierté contre la nécessité, la dignité contre la faim de ses enfants. Ce furent les enfants qui décidèrent pour elle. Manon grimpait déjà sur une chaise, et Chloé tirait la main de sa mère vers la table avec une insistance silencieuse. « D'accord, » dit la femme doucement. « Merci. Je m'appelle Sophie Lambert. Voici mes filles, Manon et Chloé. Léo Duval. » Il fit signe à un serveur, ignorant la surprise à peine dissimulée de l'homme en voyant les nouvelles convives à sa table.
3 commandes de crêpes au jambon fromage, s'il vous plaît, et 3 jus de fruits. Puis il regarda Sophie. Et pour vous? Je ne peux pas, Sophie. Léo croisa son regard. Vos filles viennent de demander ces restes à un inconnu parce qu'elles ont faim. S'il vous plaît, laissez-moi vous offrir un vrai repas. Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Un poulet, s'il vous plaît. Et de l'eau, ce sera très bien. Et merci. Je suis tellement gêné. D'habitude, nous ne sommes pas, ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que vous êtes, dit Léo doucement, c'est une mère qui prend soin de ses enfants. Il n'y a aucune honte à cela. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Léo apprit leur histoire par bribes, reconstituée à partir des explications hésitantes de Sophie et des interjections occasionnelles des jumelles. Sophie avait été enseignante jusqu'à il y a 6 mois, lorsque son école avait fermé en raison de coupes budgétaires. Elle vivait avec sa mère, mais celle-ci était décédée subitement d'un AVC, laissant Sophie avec 2 jeunes enfants et aucun soutien familial. Le modeste héritage avait été englouti par les frais funéraires et les dettes. Sophie avait essayé de trouver du travail, mais les postes d'enseignants étaient rares et la garde d'enfants coûteuse. Elle avait épuisé ses économies, perdu son appartement et s'était retrouvée dans un foyer d'accueil avec ses filles. « J'ai 2 entretiens la semaine prochaine, dit Sophie en s'essuyant discrètement les yeux. De bons postes. J'en décrocherai un. Il le faut. Ce n'est que temporaire. Nous serons bientôt de retour sur pied. La nourriture arriva, et Léo observa les jumelles attaquer leurs crêpes avec l'intensité concentrée d'enfants véritablement affamés. Sophie mangeait plus lentement, avec un effort visible pour maintenir sa dignité, mais Léo pouvait voir à quel point elle avait faim dans la façon dont elle devait se contrôler, dans la légère tremblement de ses mains lorsqu'elle levait sa fourchette. « Quel âge ont-elles » demanda Léo, bien qu'il le sût déjà. 4 ans, presque 5. Sophie sourit, un vrai sourire qui transforma son visage fatigué. Elles sont la meilleure chose qui me soit arrivée. Si intelligentes, si gentilles. Elles méritent mieux que ça. Je vais leur donner mieux que ça. Léo l'a cru. Il pouvait voir l'amour féroce dans la façon dont elle regardait ses filles, la détermination sous l'épuisement. Mais c'étaient les jumelles elles-mêmes qui continuaient d'attirer son attention. Pas seulement parce qu'elles ressemblaient tant à Juliette, bien que ce fût le cas, de manière saisissante, mais à cause d'autre chose, quelque chose dans leur manière, dans leur façon de bouger et de parler. Manon fredonnait en mangeant, une mélodie sans paroles qui était étrangement familière. Chloé jetait des regards furtifs à Léo, une curiosité timide dans son expression. Elles avaient les pommettes de Juliette. La façon qu'avait Juliette de pencher la tête en réfléchissant. Le sourire vif de Juliette. C'était impossible. Juliette était morte sans enfant, elle n'avait jamais été enceinte, pour autant que Léo le sache. Mais la ressemblance était obsédante. « Sophie, dit Léo prudemment, je ne veux pas être indiscret, mais avez-vous de la famille dans cette ville? Avez-vous toujours vécu ici » Sophie secoua la tête. Nous avons déménagé ici il y a 2 ans, depuis une petite ville de Bretagne. J'avais trouvé le poste d'enseignante et je pensais que ce serait un nouveau départ. Avant ça, je vivais avec ma mère. Ça a toujours été juste nous, maman et moi, puis moi et les filles. Leur père? Elle marqua une pause, une lueur de douleur traversant son visage. Il n'a jamais fait partie de leur vie. Je suis désolé. Ça doit être difficile. C'est comme ça. La voix de Sophie contenait l'acceptation résignée de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre d'aide. On se débrouille. Léo commanda un dessert pour les filles, un moelleux au chocolat qui fit s'écarquiller leurs yeux de plaisir. Pendant qu'elles mangeaient, il prit une décision qui aurait surpris quiconque le connaissait en tant que PDG calculateur et stratégique. « J'aimerais vous aider, dit-il à Sophie. Plus qu'avec un simple déjeuner. Je dirige une société d'investissement. Nous avons des postes à pourvoir, du travail administratif, des relations clients. Rien de très glamour, mais un revenu stable, de bons avantages sociaux, et je peux vous aider à trouver une garde d'enfants grâce au programme de notre entreprise. » Sophie le dévisagea, abasourdie. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Vous êtes une mère qui traverse une période difficile et qui se bat pour s'en sortir. Vous êtes polie,
articulée et manifestement instruite. Vous élevez des filles qui disent s'il vous plaît et merci même lorsqu'elles sont assez désespérées pour demander de la nourriture à des inconnus. Léo fit une pause. Et parce que, il s'interrompit, ne sachant comment expliquer cette attraction qu'il ressentait, ce sentiment que cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais quelque chose de plus significatif. Parce qu'elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu, acheva-t-il doucement. Quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Ma sœur. Elle est morte jeune. Vos filles me la rappellent. Je sais que ça peut paraître étrange. Sophie regarda ses jumelles, puis de nouveau Léo. Comment s'appelait votre sœur? Juliette. Juliette Duval. Quelque chose vacilla dans l'expression de Sophie. De la surprise, de la reconnaissance. Quelque chose que Léo ne parvenait pas à déchiffrer. Quand est-elle morte? Il y a 15 ans. En décembre 2009. Un accident de voiture. Le visage de Sophie devint blême. À quoi ressemblait-elle? Léo sortit son téléphone et trouva une photo. Juliette a 20 ans, souriant à l'objectif, blonde, magnifique et pleine de vie. Il la montra à Sophie. Les mains de Sophie tremblaient en regardant la photo. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie regarda ses filles, puis Léo, puis de nouveau la photo. « Je dois vous dire quelque chose, mais pas ici. Pas devant les filles. » Le cœur de Léo battait la chamade. « D'accord. Trouvons-vous un endroit où vous installer d'abord. Je possède un gîte. Il y a des logements vacants. Vous pouvez y rester le temps que nous organisions les choses. Pas de loyer jusqu'à ce que vous travailliez, et nous vous ferons passer un entretien pour ce poste. » Ils quittèrent le Florentin, les jumelles tenant des boîtes à emporter avec le reste de leur gâteau, et Sophie l'air complètement hébétée. Léo les conduisit à l'une de ses propriétés, un gîte de charme bien entretenu dans un quartier sûr et tranquille. Il demanda à son gérant d'installer Sophie et les filles dans un logement de 2 chambres, meublé et propre. Tandis que les jumelles exploraient leur nouvel espace avec une joie évidente, Sophie attira Léo dans la cuisine. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit-elle, la voix tremblante. Elle sortit son propre téléphone, fit défiler ses photos, puis le tendit à Léo. La photo montrait une Sophie beaucoup plus jeune, peut-être 19 ou 20 ans, le bras passé autour d'une autre jeune femme. L'autre jeune femme était sans l'ombre d'un doute Juliette. Léo sentit le monde basculer. « Comment? Quand? » « Nous étions amis, » dit Sophie. « À l'université. Nous étions colocataires en première année, en 2008. Nous étions proches, très proches. Juliette était incroyable. Drôle, gentille, et si pleine de vie. Nous sommes restés amis même après qu'elle a eu son diplôme. J'avais 1 an de moins qu'elle. Je ne savais pas qu'elle avait une colocataire nommée Sophie, dit Léo, luttant pour assimiler l'information. Elle parlait probablement de moi comme de Sozo. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Un surnom. Sophie prit une inspiration tremblante. Léo, il y a quelque chose que Juliette ne vous a jamais dit. Quelque chose qu'elle m'a fait promettre de ne jamais dire à personne. Les mains de Léo tremblaient maintenant. Quoi? Juliette est tombée enceinte. Au printemps 2009. Elle était terrifiée. Elle ne voulait que personne ne le sache. Ni vous, ni vos parents. Elle avait peur de décevoir tout le monde. Elle venait de commencer sa carrière. Elle n'était plus avec le père du bébé. Elle m'a demandé de l'aider. L'aider? Comment? Léo avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle voulait faire adopter le bébé. Elle allait le faire via une agence. Je l'accompagnais au rendez-vous. Je l'ai aidé à le cacher à tout le monde. Elle portait des vêtements amples, disait aux gens qu'elle avait pris du poids, Sophie pleurait maintenant. Et puis elle est morte dans cet accident de voiture. Elle était enceinte de 6 mois. Léo, les médecins ont sauvé les bébés. Des jumelles. Prématurées, mais vivantes. Léo ne pouvait plus parler, plus penser. Juliette avait été enceinte. Juliette portait des jumelles quand elle est morte. Des jumelles qui avaient été sauvées. Qu'est-il advenu d'elle? Parvint-il à demander,
bien qu'ils connaissent déjà la réponse, qu'ils comprennent déjà pourquoi Sophie avait l'air si anéantie. L'agence a essayé de trouver de la famille, mais Juliette m'avait inscrite comme contact d'urgence à votre place ou à celle de vos parents. Elle n'avait voulu que personne ne sache. Le temps qu'ils découvrent qu'elle avait une famille, les bébés étaient dans le système depuis des semaines. Et moi, la voix de Sophie se brisa. J'allais les voir, je les prenais dans mes bras. Elles étaient si petites, si parfaites, et Juliette avait été ma meilleure amie. J'ai senti que je lui devais de prendre soin d'elles. Alors, je les ai adoptées. Je n'avais que 20 ans, j'avais à peine de quoi m'en sortir, mais je les ai adoptées. Je me suis dit que c'est ce que Juliette aurait voulu. Que c'était le destin. Léo regarda les jumelles à travers l'ouverture de la cuisine. Manon et Chloé, explorant leur nouvelle chambre, riant ensemble. Les filles de Juliette. Ses nièces. Pourquoi ne nous avez-vous jamais contactés? Demanda Léo. Pourquoi n'avez-vous pas dit à la famille de Juliette que nous avions? Il ne put finir sa phrase, l'émotion l'étouffant. J'ai essayé, dit Sophie, misérable. Après les avoir adoptés, je me suis renseigné sur vous. La famille Duval, si en vue, si riche et moi, j'étais là, une étudiante fauchée élevant des jumelles dans un minuscule appartement, cumulant 2 emplois et survivant à peine. Je me suis convaincu que vous essaieriez de me prendre les filles, que je les perdrais face à votre argent et à vos avocats. Alors, j'ai fui. J'ai repris le nom de jeune fille de ma mère. J'ai déménagé en Bretagne. Je les ai élevées comme les miennes. Je me suis dit que c'était ce que Juliette aurait voulu et elles ne savent rien. Sophie secoua la tête. J'allais leur dire quand elles seraient plus grandes, mais la vie est devenue de plus en plus dure. Maman est morte, l'argent s'est fait rare. Je voulais juste survivre au jour le jour. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions ici. Qu'elles s'approcheraient de vous dans un restaurant pour demander de la nourriture, et que vous verriez Juliette dans leur visage. Léo regarda cette femme, cette étrangère qui n'en était pas une, qui était liée à sa famille depuis 15 ans par les enfants qu'elle avait élevés. Les enfants de Juliette. Elles font partie de la famille, dit Léo, la voix brisée. Ce sont mes nièces. Les filles de Juliette. Je sais. Je suis tellement désolé. J'aurais dû vous le dire il y a des années. J'ai été égoïste et j'ai eu peur. Et vous les avez élevées, l'interrompit Léo. Vous vous êtes occupé seul des enfants de Juliette pendant presque 5 ans. Vous avez tout sacrifié pour elles. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour. Sophie sanglotait maintenant. J'ai fait un si mauvais travail ces derniers temps. Elles méritent mieux. Elles méritent la stabilité et la sécurité et elles l'auront, dit Léo fermement. Vous toutes, vous l'aurez. Ces postes dont j'ai parlé, ils sont réels, et l'un d'eux est à vous. Vous travaillerez pour moi, avec un bon salaire et des avantages. Vous resterez dans ce gîte, sans loyer, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Et Sophie, il croisa son regard. Merci de les avoir aimés. De vous en être occupé. D'avoir été là alors que je ne savais même pas qu'elles existaient. Les jumelles accoururent à ce moment-là, pleines d'enthousiasme pour leur nouvelle chambre, pour le parc qu'elles pouvaient voir de la fenêtre, pour le fait d'avoir à nouveau leur propre espace. Monsieur Léo, dit Manon. C'est vraiment ici qu'on va vivre, pour de vrai? Pour de vrai, confirma Léo. Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pour toujours? Demanda Chloé, pleine d'espoir. Léo regarda Sophie, vit la peur et l'espérance se battre sur son visage. Ça dépend de votre maman. Mais j'espère que ce sera pour très longtemps. Au cours des semaines suivantes, Léo et Sophie réglèrent les détails. Des tests ADN confirmèrent ce qu'ils savaient déjà tous les deux, Manon et Chloé étaient les filles biologiques de Juliette. Sophie commença à travailler chez Duval Investissement, à un poste qui utilisait son éducation et ses compétences. Les jumelles furent inscrites dans une bonne école près de leur nouveau domicile. Mais plus que cela, ils devinrent une famille. Léo devint, tonton Léo, pour les jumelles, une présence stable qui les emmenait au musée et au parc, qui apprit à connaître leurs différentes personnalités, Manon l'audacieuse et extravertie, Chloé la plus réfléchie et timide et qui les aima avec une férocité qui le surprit lui-même. Et il devint un ami pour Sophie, pas un patron ou un bienfaiteur, mais un véritable ami et coparent. Ils naviguèrent ensemble dans les complexités de leur situation,
tous deux déterminés à faire ce qui était le mieux pour les filles. 6 mois après ce jour au Florentin, la vie avait radicalement changé. Léo n'était plus l'homme solitaire déjeunant devant son ordinateur. Sa maison de campagne n'était plus silencieuse, elle était remplie des rires de deux petites filles qui apprenaient enfin à connaître la famille de leur mère. Sophie n'était plus une femme désespérée au bord du gouffre, mais une professionnelle compétente et une mère confiante. Et pour la première fois depuis des années, Léo Duval ne se sentait plus seul. Il avait trouvé bien plus que des nièces perdues, il avait trouvé un but, une connexion, un amour qui donnait enfin un sens à tout le reste.